Les thèmes du 22h de ce soir, c'est une proposition qui fait grincer des dents. Bruxelles veut pouvoir contrôler les budgets des États de la zone euro. La Suède s'y oppose, la France se dit ouverte au débat. La réaction du député européen Jean-Marie Cavada. Tout le monde l'attend, mais elle tarde à se montrer. La reprise marque le pas en France, seulement 0,1% au premier trimestre 2010. Analyse de ces chiffres plutôt décevants par Jean-Louis Gombaud. Une mission d'information sur l'islamophobie. C'est ce que demande le député UMP Éric Raoult. Il nous en dira plus dans ce journal. Autre invité sur ce thème, le docteur Marouane Bouloudnine, président de Mosaïque, la fédération laïque des citoyens de sensibilité musulmane. Voilà donc pour l'ensemble des thèmes de ce soir et tout de suite direction Cannes avec l'ouverture du 63e festival et 19 films en compétition venus des 4 coins de la planète pour évidemment la Palme d'Or qui sera décernée par le jury présidé par Tim Burton. Avec nous au téléphone le délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux, bonsoir. Bonsoir. Alors Tim Burton a donné le ton tout à l'heure, il veut être surpris. Il ne sera pas déçu avec les films de cette année ? Ben, j'espère que non, qu'il ne sera pas surpris, j'espère qu'il ne sera pas déçu, j'espère qu'il sera très surpris. Il m'a lui-même confié d'ailleurs vouloir faire un voyage parfois déroutant, je l'ai rassuré. Il y aura des choses qui vont le dérouter, mais il est très heureux d'être là, très heureux d'être le chef de ce groupe qui est un groupe de gens très bien. Et Thierry Frémaux, il y a une grande diversité dans cette sélection, mais il y a très peu de films américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'inspiration américaine c'est un petit peu tari, ou est-ce que les Américains préfèrent aller Venise peut-être plutôt que Cannes? Non, d'abord les Américains vont très peu à Venise et l'inspiration n'est pas tarie non plus. C'est des questions aussi de calendrier, de coïncidence. Par exemple, comme chacun sait, parce qu'on en a parlé, on devait avoir le film de Terrence Malick avec Brad Pitt et Sean Penn, et le film In Extremis n'a pas été prêt dans les temps. Donc il faut juger Cannes sur le moyen terme pour tirer de vraies conclusions, et après 1, 2, 3 éditions où en effet les Américains seraient plus rares en compétition, là on pourrait en tirer de vraies conclusions. Et comme chaque année, il y a la polémique, ou plutôt cette année les polémiques avec Hors-la-loi de Bouchareb, jugé partial, et surtout Dracula qui a mis en colère le gouvernement italien qui ne sera pas là. Vous êtes serein? Bon, on est très serein. D'abord, l'homme du gouvernement italien qui a déclaré vouloir boycotter Cannes n'y était pas invité. Ça n'empêche pas qu'on serait tout à fait ravis de l'accueillir, mais d'après nos renseignements, je crois que il voulait se faire de la publicité sur le dos du film. Je crois qu'il a fait surtout beaucoup de publicité au film lui-même, ce qui était sans doute pas son objectif premier. Je trouve un peu ridicule que des gens qui n'ont pas vu les films en parlent dans les médias. C'est un peu la même chose pour le film de Rachid Bouchareb, peut pas être jugé partial. Personne ne l'a vu. Donc Cannes a souvent l'habitude d'avoir des remous pendant la projection ou après la projection. Cette année, ça a commencé avant la projection. Mais disons qu'on tente... C'est vrai que c'est assez exceptionnel de critiquer des films avant leur projection, mais on peut aussi vous dire que vous-même, peut-être vous sélectionnez des films un peu polémiques. Non, les polémiques, c'est pas nous qui les faisons. Guernica, un tableau peint par Picasso, ne devait pas plaire au général Franco dans les années 30. Donc les artistes parlent du monde qui les entoure. Après, ceux qui veulent polémiquer peuvent le faire. C'est aussi ça la liberté d'expression. C'est quand même mieux qu'ils le fassent après avoir vu les œuvres et puis que le débat intellectuel s'installe. Merci Thierry Frémaux, et alors bon débat et surtout bon festival à vous. Merci beaucoup. La suite du 22h et tout de suite ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est en images avec Pierre Bonde-Joseph. Pour Martine Aubry, il y a une autre voie que celle empruntée par le gouvernement pour lutter contre la crise. Hier, elle proposait de remettre au goût du jour certaines mesures du gouvernement Jospin, les emplois jeunes, nouvelle formule, le tout financé par la suspension du bouclier fiscal. Aujourd'hui, le gouvernement parle de caricature. Cette mission a été entravée. Pas si simple de s'attaquer à une affaire d'État. Bernard Cazeneuve, le rapporteur de la mission parlementaire d'information sur l'attentat de Karachi, dévoilait aujourd'hui ses conclusions. Un travail entravé, selon ses mots, par le gouvernement et l'exécutif. Créée en 2009, la mission conclut notamment que le lien entre l'attentat de mai 2002, dans lequel 11 Français ont péri, et l'arrêt du versement des commissions sur les contrats d'armement ne peut pas être écarté.
Pas tendre avec l'école, le rapport de la Cour des comptes rendu public aujourd'hui accable l'éducation nationale, 200 pages et un constat accablant. Un jeune sur 5 ne maîtrise pas la compétence de base en lecture à l'issue de sa scolarité. Le rapport présenté par Didier Migaud trace des pistes, à commencer par l'autonomie des établissements, plus de soutien scolaire. Pour le gouvernement, cet état des lieux ne tient pas compte des réformes déjà engagées. Au moins 103 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui dans le crash d'un avion. L'Airbus A330 de la compagnie libyenne Al Africa arrivait de Johannesburg et atterrissait à Tripoli. Il a pris feu juste avant de toucher la piste. Un garçon d'une dizaine d'années serait le seul survivant. Une Française de 32 ans figure sur la liste des victimes. Elle avait choisi cette compagnie pour les tarifs avantageux qu'elle pratique. Ce soir, l'hypothèse terroriste est écartée par les autorités de Tripoli. Au lendemain de ses déclarations sur la pédophilie qu'il a qualifiée de vérité terrifiante, le pape Benoît XVI a défendu aujourd'hui les valeurs chrétiennes. Au deuxième jour de son voyage au Portugal, le souverain pontife a présenté l'Église comme le grand défenseur d'une saine et haute tradition. En fin de journée, Benoît XVI s'est rendu dans la ville de Fatima, où des milliers de personnes l'attendaient, ville où la Vierge serait apparue en 1017 à Trois Petits Bergers. L'heure du décodage avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir. Alors on va parler de ces chiffres de l'INSEE sur la conjoncture mondiale, notamment française. On s'attendait à une reprise, c'est bien ? Pas du tout. Eh bien, il n'y a pas de reprise. En tout cas, il y a deux séries de statistiques qui sont sorties aujourd'hui. Celle de l'INSEE, effectivement, pour le premier trimestre de l'année 2010, plus les chiffres révisés de 2008 et 2009, et les chiffres également de la Commission européenne qui sont sortis aujourd'hui. Alors, question sur le plan européen, effectivement, il n'y a pas de reprise. Nous étions à 0,4% au troisième trimestre 2009. 0% au quatrième trimestre 2009 et 0,2% au premier trimestre 2010. Vous voyez, c'est extrêmement fragile, extrêmement faible. Et là-dedans, la France, eh bien, d'habitude, elle fait mieux que la moyenne européenne. Et là, elle fait moins bien. Et non seulement elle fait moins bien que la moyenne, mais et non seulement il n'y a pas de reprise, mais en plus, ça ralentit. Puisqu'au dernier trimestre de l'année 2009, la France faisait 0,6. Et voilà qu'on nous dit qu'elle a fait 0,1% au premier trimestre 2010. Autrement dit, il apparaît aujourd'hui proprement exclu. Il faudrait faire des 0,5, 0,6 chaque trimestre pour que la France atteigne son objectif de croissance de l'année 2010 de 1,4%. Donc effectivement, aujourd'hui, une batterie de chiffres qui sont plutôt décevants. Et en France, le combat continue pour la réduction des dépenses. François Fillon insiste, il le dit même dans une lettre adressée à ses ministres. Alors justement, chaque année, vous savez que le Premier ministre envoie à ses ministres ce qu'on appelle une lettre de cadrage, pour dire voilà dans quel cadre vous devez travailler pour le prochain budget. Et là, déjà la semaine dernière, il nous avait dit il faut que les dépenses soient gelées en valeur. Là, il est encore plus précis. Il demande une réduction sur 3 ans de 10% des dépenses de fonctionnement de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner la machine administrative, les déplacements, l'habitation, les fournitures, etc. Et il demande également une baisse de 10% des dépenses d'intervention de l'État, aide au tiers-monde, mais aussi tout un volet de politique sociale publique. Le tout, si on fait l'addition, ça représenterait sur 3 ans quelque chose comme 20 milliards d'euros. Et même avec cette somme-là, vous êtes encore très 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 loin de ce qu'il faudrait pour atteindre les fameux 3% sur lesquels nous sommes engagés vis-à-vis de Bruxelles. Il faudrait pour cela un retour de la croissance économique. Et la question qui se pose, c'est comment la croissance économique pourrait-elle revenir de manière très dynamique si on serre les boulons de partout. Seulement, l'exemple grec est suffisamment terrifiant pour que si vraiment on bascule à la Grèce, ça va être extrêmement grave. Donc on part au plus pressé. Et la France n'est pas seule dans ce cas, puisqu'aujourd'hui, Cameron, en arrivant au 10 Downing Street, excusez-moi, c'est 13 ans d'expérience. Alors on finit Cameron arrive à décembre. La première priorité est la réduction des déficits. Et enfin, M. Zapatero, aujourd'hui, alors qu'il avait un programme de 50 milliards de baisse de dépenses publiques, en a rajouté 15, et notamment une baisse de 5% des salaires des fonctionnaires. Donc toute l'Europe est engagée sur une politique d'austérité. Merci beaucoup Jean-Louis. L'Europe, justement, on va en parler dans un instant avec notre invité Jean-Marie Cavada, il est député européen. On évoquera aussi avec lui la coalition Cameron-Clegg en Grande-Bretagne. Un drôle de mariage, surtout quand il faudra parler d'Europe et d'une seule voix. Élise Icardi.
Cela faisait 70 ans que la Grande-Bretagne n'avait pas connu ça. Un gouvernement de coalition avec un Premier ministre conservateur, David Cameron, et un vice-premier ministre libéral, Nick Clegg. Devant Downing Street, j'ai dit hier soir que Nick et moi, nous voulions mettre de côté les querelles de parti et travailler ensemble dans l'intérêt du pays. Et l'un des premiers défis de cette nouvelle coalition sera de trouver une position commune sur l'Europe, alors que leur programme était aux antipodes. Les libéraux, amis de l'Europe au point de promettre une adhésion à l'euro sous 5 ans, et les conservateurs très eurosceptiques, du moins dans le discours, en Angleterre. On a depuis quelques semaines un double discours des conservateurs, un à usage interne pendant la campagne qui a été très virulent contre l'Europe, on l'a vu notamment pendant les débats télévisés entre les 3 principaux leaders, et puis des signaux plus discrets mais qui sont quand même apparus dans la presse vis-à-vis des partenaires européens pour dire ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rupture fondamentale dans la politique européenne du Royaume-Uni. Le gouvernement formé, il faudra maintenant qu'il trouve un discours cohérent. Les autres pays européens restent perplexes. D'autant que le poste de ministre des Affaires étrangères a été confié au très eurosceptique William Hague. En tout cas, Nicolas Sarkozy n'a pas perdu de temps pour réaffirmer l'amitié franco-britannique. Il doit rencontrer David Cameron à Londres le 18 juin, à l'occasion du 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Il est l'invité du 22h, le député européen Jean-Marie Cavoda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous tous, merci. Alors en Grande-Bretagne, on parle d'une coalition historique, oui, mais avec tant de contradictions internes. Ça va tenir ? Oui, d'abord, il y a un fait nouveau qu'il faut regarder parce qu'au fond, tout ce qui se passe dans chacun de nos pays, aujourd'hui, n'a pas de sens si on ne regarde pas l'ensemble européen. Et il y a donc désormais 3 grands pays européens où la droite républicaine conservatrice classique gouverne avec le centre. C'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, ça ne se passe d'ailleurs pas toujours très bien, avec l'étrange Monsieur Westerwelle. Et puis voici qu'une construction identique, qui d'ailleurs est le reflet strict des suffrages, se construit en Grande-Bretagne. Moi je pense que ça va tenir un certain temps parce qu'il n'y a pas le choix, c'est la réalité du suffrage qui l'oblige. Deuxièmement, Cameron... Vous êtes prudent déjà, un certain temps ça va tenir. Oui, vous savez, d'abord je ne suis pas devin, personne ne peut le faire. Deuxièmement, Cameron a la sagesse d'avoir compris que ce qu'ont dit les électeurs dans les urnes suppose l'introduction d'un peu de proportionnel pour mieux refléter l'opinion et donc dresser de meilleures coalitions, plus solides et plus volumineuses. Troisièmement, nous aurons des difficultés au début sur l'Europe, ça c'est tout à fait clair. Nick Clegg va les amortir le plus possible. Oui, c'est un homme que je connais bien et que j'apprécie. Oui, je l'apprécie beaucoup. C'est un vrai Européen d'ailleurs. Les députés, vous les connaissez bien, les députés anglais au Parlement européen. Quelles peuvent être les conséquences pour la construction de l'Europe de cette nouvelle coalition ? Je pense que le président français, paraît-il, a dit cette chose, et en tout cas c'est mon opinion, c'est qu'au début il sera très eurosceptique dans la forme, mais petit à petit... comme tout le monde. Mais oui, la réalité s'impose à tout le monde et la situation de la Grande-Bretagne n'est pas si merveilleuse qu'elle puisse engager une sorte de guerre théologique contre la construction européenne. Cependant, ce ne sera pas un lit de rose, c'est tout à fait clair. Mais soyons réalistes. La Grande-Bretagne est dans l'Europe comme moi je suis dans un navire une fois de temps en temps. Elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans Schengen, la sécurité européenne, et elle n'est pas dans la Charte des droits fondamentaux. Par conséquent, dès l'instant que le traité de Lisbonne a supprimé le droit de veto sur toutes les questions, y compris celle des fromages, si je puis dire, c'est un peu moins grave. D'ailleurs, monsieur le député européen, vous venez de le rappeler, la livre sterling, le Royaume-Uni, ne sont pas dans la zone euro. Et si demain ils sont attaqués par les spéculateurs, s'ils ont besoin de l'aide de la zone euro, il faut les aider ou pas ? Écoutez, ça dépendra d'abord de l'attitude du gouvernement britannique. Deuxièmement, la zone euro, elle a d'abord pour premier mouvement d'aider les membres de la zone euro. Et troisièmement, si ça tournait à un désastre pour la Grande-Bretagne, alors là, oui, il faudrait aussi l'aider parce que je rappelle que tous les membres des 27 ne sont pas membres de la zone euro qui ne comporte que 16 et bientôt 17 membres. Bien sûr. Alors Bruxelles, aujourd'hui, entend mettre son nez dans les budgets des États de la zone euro. Est-ce que vous y êtes favorable d'abord ? D'abord, mademoiselle, il faut bien comprendre une chose. Nous sommes quelque part dans les années 30 et les menaces de la guerre ne sont plus des armes à feu, mais c'est la guerre financière et économique. Et je voudrais dire qu'il y a une très bonne nouvelle en Europe, qui n'est pas celle que vous dites. C'est celle de M. Jean-Pierre Jouyet, le patron, je dirais, des gendarmes financiers, des gendarmes de la Bourse en France, qui lance l'idée des enquêtes approfondies. Et moi, je veux soutenir cette initiative et dire la chose suivante. Contre les crimes de guerre en Europe, nous avons inventé le tribunal pénal international. Je demande que l'on construise un tribunal pénal international contre les délits et les crimes financiers. Je répète, délits et crimes financiers, car il y en a eu. Il y en a eu. Vous demandez une juridiction spéciale en Europe, pour vérifier les délits et les crimes financiers qui ont fait évaporer des masses énormes financières dont on aurait besoin pour le filet social ou pour d'autres choses que l'on ne trouve pas.
et qui là, tout d'un coup, sur le simple fait de rumeurs, ça a été le cas vendredi dernier à Milan, qui est un scandale absolu, des rumeurs invérifiées de nulle part, et qui d'ailleurs se sont révélées totalement fausses, évidemment. Monsieur Cavada, si on prend l'exemple de cette juridiction, Jean-Pierre Jouyet a parlé de policiers spécialisés, c'est-à-dire qu'on peut aller enquêter et finalement trouver un ordinateur. Il faudra punir l'ordinateur. Souvent, l'ordinateur, il a des mains derrière, n'exagérons rien. L'ordinateur, c'est une machine, les cerveaux, c'est autre chose. Le délit n'est certainement pas informatique, il est certainement intellectuel. Alors revenons sur la proposition de Bruxelles qui veut contrôler les budgets des États de la zone euro. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors sur le plan du principe, c'est un pas de plus vers l'idée d'un gouvernement économique de l'Europe. Mais ça posera des difficultés. Je suis favorable à cette idée. Maintenant, il faut trouver les formes de l'application. Et d'un mot, quel est l'obstacle? L'obstacle, c'est que aussi longtemps que nous ne sommes pas dans un gouvernement supranational, et nous n'allons pas vers ça, eh bien, il faudra que la Commission de Bruxelles s'érige en une sorte de Conseil suprême des dérives budgétaires, mais transmette aux États et au Parlement, car naturellement le budget d'un pays ne peut être voté que par son Parlement et pas par une instance qui est élue par personne. D'abord par la Commission, avant les parlements nationaux, ça va être difficile à avaler pour les parlementaires. Non, il ne sera pas décidé. Il peut être jugé et analysé. Pour autant, la loi ne se fera pas à Bruxelles. On n'en est pas là. Là, j'ai posé la question aux députés européens, mais il paraît que vous souhaitez devenir sénateur. Et si je pose la même question aux sénateurs? Elle est excellente, celle-là. Par les temps de crise qui courent, je rappellerai que le journalisme a une règle très précise. Une information vérifiée à une seule source n'est qu'un bruit de couloir et une rumeur. C'est ce qui s'est passé dans Libération, puisque c'est de là qu'est sortie cette idée. Si on m'avait appelé pour me demander mon avis, j'aurais évité une vaste confusion pour dire j'ai beaucoup de respect pour le Sénat. C'est un travail intellectuel de fond, et beaucoup plus ralenti qu'à l'Assemblée. Mais je suis élu député européen depuis seulement... Mon deuxième mandat n'a que 1 an. Et vous ne vous ennuyez pas comme Rachida Les choses Dati graves sont en Europe et donc il n'est pas question de changer de navire. Donc tout ça est une plaisanterie de gens qui n'ont pas été très sérieux. Excusez-moi, Monsieur Forcari. Jean-Marie Cavada, le gouvernement français a raison de vouloir réduire les dépenses de l'État aujourd'hui? Mais ce n'est pas la question. Le gouvernement français a raison de vouloir sauver le navire. Rien ne sera... Alors je vous réponds bien sûr. Mais mais je vous réponds. On peut dire n'importe quoi. Nous vivons au-dessus de nos moyens. On ne peut pas continuer. Nous sommes en train de sacrifier plusieurs choses. L'emploi. Nous n'avons pas de capacité d'investissement pour renouveler l'avenir, créer de l'emploi et, disons, se donner de l'oxygène. La consommation des ménages, Jean-Louis Gombault vient de le faire remarquer, est stoppée. Par conséquent, aussi longtemps que dans notre pays, nous ne recréons pas les conditions d'une forte croissance, au-delà de 2%, et on passe 0,1%, ne songeons pas à des réformes de fond. Donc la grande question aujourd'hui en France, et d'ailleurs en Europe, c'est de tout faire pour retrouver de la croissance et ensuite de se désendetter. Mais pas le cheval derrière la brouette. Il faut d'abord maintenant créer de la richesse pour se désendetter. Alors d'abord créer de la richesse. Donc le gouvernement a raison de serrer les robinets. Il y a tout de même une question qui doit lui être posée. Il faudra songer aussi à répartir la charge sociale de façon égale, notamment le capital. Et vous parlez des hauts revenus, évidemment. Une dernière question, Monsieur Cavada, puisque vous avez parlé emploi partout en Europe, le contexte est quand même à l'austérité. Et Martine Aubry propose les emplois jeunes et elle refuse, dit-elle, la rigueur. C'est réaliste aujourd'hui? Écoutez, les emplois jeunes n'avaient pas été une mauvaise solution, mais on était dans une période encore de croissance. Ça n'est plus le sujet aujourd'hui. Vous savez, il faut souhaiter bien du courage aux gouvernements futurs qui vont venir, notamment après la présidentielle, parce que la marge de manœuvre pour faire des réformes et, je dirais, moderniser le pays et donc protéger les emplois de la jeunesse et d'une certaine manière la démocratie, eh bien, il y aura une ombre terrible. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de réforme, l'endettement se poursuivra. Ce qui veut dire que nous aurons des crises sociales et derrière les crises sociales, vous savez ce qui se passe? Ce sont des crises politiques où les extrêmes qui ne veulent pas améliorer les choses et qui désignent les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur vont renouveler des séquences que l'histoire de notre continent a déjà connues. Même s'il n'y a pas de fatalité aux guerres, il y aura des fatalités à des heurts et à des destructions sociales importantes et politiques. Par conséquent, il faut tout faire pour trouver de l'unité nationale. J'appelle le gouvernement à créer, dans une période d'austérité, les conditions les plus importantes possibles pour retrouver sur 2 ou 3 sujets vitaux une harmonie nationale. Voilà, un constat sombre mais réaliste, vous allez dire. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada, et donc on ne vous retrouvera pas en 2011 au Sénat. Sénat, je viendrai chez vous. Vous viendrez chez nous, mais vous restez au Parlement, vous ne vous y ennuyez pas. Merci beaucoup. Vous n'entendez pas le ouf de soulagement d'avoir été l'invité du 22h. Autre sujet, à présent, c'est un premier pas vers l'interdiction de la burqa. En France, hier, les députés ont adopté une résolution non contraignante contre le port du voile islamique intégral. Depuis des semaines, vous le savez, la burqa
est au centre des débats, créant parfois des amalgames. Et dans ce contexte, bien, la communauté musulmane craint d'être stigmatisée. Nous en parlons dans un instant avec nos invités, mais d'abord, retour sur une initiative récente, la formation d'imams républicains. Le premier, c'est diplôme, c'est une licence en sciences islamiques. Et le second, c'est aumônier. Il y a 2 ans, Samir Djenidi devenait un imam qualifié de républicain. Il avait suivi la première formation dont 6 mois étaient consacrés au droit, aux valeurs de la République et au dialogue interreligieux. Un imam républicain, mais pour qui la notion d'islam laïque est peu évocatrice. Elle peut traiter tous les problèmes, tous les maux de la société. Il y a une question d'adapter les textes aux problèmes actuels. C'est tout, mais dire islam laïque, moi, ça me fait sourire, ouais. Les difficultés rencontrées aujourd'hui par la communauté musulmane le touchent, mais que ce soit pour le voile, la polygamie ou encore le problème de la burqa, fondamentalement, il place sa conviction dans le respect de l'état de droit. Le jour où vous avez accepté de vivre en France, donc il faut respecter ces lois. Il ne faut pas voir plus loin que ça. Si vous avez accepté cet état, il faut la prendre comme une loi, donc il faut respecter ces lois. Samir Djenidi n'a pas encore reçu d'affectation, il l'attend avec impatience pour porter haut les valeurs de l'islam et de la République. Nos invités ce soir, l'historien des religions, Odon Vallée, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et avec nous également, Dr Marouane Boulounine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Mosaïque, une fédération laïque pour les citoyens de sensibilité musulmane. Et d'abord, expliquez-nous ce que c'est Mosaïque. D'abord, j'apporte avec moi, et je suis heureux d'apporter avec moi la bonne volonté d'un groupe qui se veut être représentatif d'une majorité silencieuse, qui souhaite vivre paisiblement dans son pays, qu'elle aime, qu'elle respecte, et dont elle respecte parfaitement les lois. C'est la France. Et nous voulons partager tout simplement, ensemble, avec notre force, avec aussi nos faiblesses, mais pour dire que ce qui nous rassemble est finalement beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Alors, on précise que c'est une fédération laïque, c'est très important, Mosaïque. Oui, parce que nous sommes une fédération française, franco-française même, et nous respectons les lois de la République, et la laïcité est un principe républicain, donc nous le respectons, mais la laïcité, c'est notre ciment. La laïcité nous protège. Elle protège les religieux comme elle protège les non-religieux, les croyants comme les non-croyants. Odon Vallée, islam et République, ces derniers temps, des ministres se sont succédés pour rappeler que l'islam est compatible avec les valeurs de la République. Je cite le ministre de l'Immigration, Éric Besson. Oui, l'islam est compatible avec la République, avec la médecine aussi, puisque nous avons avec nous un musulman qui est un éminent chirurgien orthopédiste. Le recteur de la mosquée de Paris est un éminent cardiologue. Avicenne fut un grand médecin musulman. Et la médecine, c'est la science, et la science, c'est la raison. Donc je pense que l'islam est tout à fait compatible avec la science, avec la raison. Or, la République, elle est née aussi de la science et de la raison. Il y avait même le culte de la raison sous la Révolution. Est-ce que ça vous étonne qu'on se pose la question aujourd'hui ? Je pense qu'on fait beaucoup de confusion, parce qu'on confond parfois islam et obscurantisme. On oublie qu'il y avait des études scientifiques, littéraires, en Tunisie, à Kairouan, il y a déjà 1200 ans, avant même la Sorbonne. On oublie tout ce qu'il y a pu y avoir en Andalousie, à Bagdad. Alors il est vrai que l'islam ou certains pays musulmans ont connu des périodes de déclin, mais je pense qu'aujourd'hui il y a un renouveau. Il suffit d'aller à quelques pas de cette chaîne, boulevard Saint-Michel, il y a l'école supérieure d'Émile, une des plus grandes écoles. Il y a un groupe de jeunes musulmans qui a fondé une association qui s'appelle Minaret. Ce sont des scientifiques de très haut niveau. Ce sont des républicains, ce sont des gens qui sont tout à fait raisonnables et rationnels. Voilà, pour l'aspect positif, pour le verre à moitié plein. Puis il y a l'autre partie du verre. Un député UMP de Seine-Saint-Denis qui a demandé une mission d'information sur l'islamophobie parce qu'il dit qu'il y a un phénomène qui se développe. Marouane Boulounine, c'est une bonne chose ? Je pense que c'est une bonne chose parce que nous, on est pour la fermeté d'un côté, mais on est pour que les gens et la République soient justes de l'autre. Et être juste, c'est de reconnaître ces actes. Nous, à Mosaïque, nous avons tendance à ne pas parler d'islamophobie. Moi, je suis médecin. Qu'est-ce que vous dites alors ? On dit ce sont des actes anti-musulmans parce que l'islamophobie, c'est une pathologie. Une pathologie, on la comprend et on essaie de la soigner. Là, ce n'est pas une pathologie, c'est un délit.
un délit qui doit être sanctionné par les pouvoirs publics. Et donc nous préférons parler d'actes anti-musulmans, et c'est la raison pour laquelle sur le site de Mosaïque, nous avons mis en place un recueil des actes anti-musulmans qui, ces derniers mois, a vu un peu une explosion de ce recueil, qui est tout à fait anonyme d'ailleurs. On va en parler aussi avec Odon Valéon. Nous avons en ligne le député UMP de Seine-Saint-Denis qui est à l'origine de cette initiative. Monsieur Araout, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc demandé une mission d'information sur l'islamophobie pour lutter contre ce phénomène, dites-vous. Est-ce que vous avez une réponse à votre demande? Non, parce que je l'ai envoyé hier au président de l'Assemblée nationale. J'ai eu l'occasion aujourd'hui avec André Gérin de rencontrer la garde des Sceaux, je lui en ai également parlé. Et puis il faut se souvenir que c'était une des demandes que le Conseil français du culte musulman nous avait demandé de voir défendre, car il partage un peu notre avis. Il y a actuellement une banalisation de la violence, des injures, des attaques contre la communauté musulmane. Si d'un côté on demande à la communauté musulmane de faire un effort par rapport au voile intégral, je trouve qu'il serait tout à fait justifié que cet effort, il soit aussi un effort de protection à l'égard des attaques dont elle est victime. Éric Araout, certains se demandent si c'est une initiative parlementaire et donc la vôtre, ou une initiative encouragée, pourquoi pas, par le gouvernement. Écoutez, je peux vous assurer que je n'agis pas à la demande du gouvernement en faisant cette proposition. Je rappelle que nous l'avions avancé dans la première mouture de notre rapport et que le jour du vote, un certain nombre de mes collègues avaient fait tomber un certain nombre de propositions, dont la création de cette mission d'information. Merci beaucoup, Monsieur Araout. Merci d'avoir intervenu dans ce journal. Odon Vallée, islamophobie, est-ce qu'il y a un contexte aujourd'hui qui favorise la stigmatisation de cette communauté? Il y a des actes anti-musulmans, il y a des actes anti-juifs, il y a aussi des actes anti-chrétiens, il y a des cimetières musulmans, juifs, chrétiens qui ont été profanés. Je pense qu'il y a un contexte économique et social qui peut favoriser cela. Nous vivons une crise économique terrible, il y a un chômage énorme dans certaines banlieues. Et la population musulmane est très touchée car elle est souvent de conditions modestes. Et dès lors, certains peuvent faire des amalgames. Par exemple, c'est vrai que la population musulmane est surreprésentée à Fleury-Mérogis, mais il faut dire aussi que la pauvreté est surreprésentée chez les musulmans et que la pauvreté est source de délit. Alors certains font des raccourcis, font des amalgames, et ça peut conduire effectivement à des actes anti-musulmans. Ils prennent prétexte aussi de certains intégrismes. Il y a des intégristes musulmans, juifs, chrétiens, il y a le voile intégral, etc. Et ça donne ce que certains appellent l'islamophobie ou d'autres des actes anti-musulmans. Je pense quand même qu'en France, ce sont des personnes tout à fait minoritaires. Pour l'instant, heureusement. Il faut éviter à tout prix le phénomène des boucs émissaires. Il faut éviter de stigmatiser une communauté. Et je pense que des initiatives de parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, peuvent être tout à fait recevables. Honnêtement, il n'y a pas de raison d'être anti-musulman en France. Les musulmans sont dans leur immense majorité républicains et pacifiques. Dernière question, Marouane Bouloudnine. La suite pour Mosaïque, l'objectif maintenant, c'est quoi? L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant cette majorité silencieuse qui est parfaitement bien. Et nous, on a quelques difficultés justement pour le mettre en avant, parce que ce sont des gens normaux, ce sont des gens qui sont parfaitement bien. Nous l'avons prouvé lors de toutes nos actions, en disant que islam et laïcité sont parfaitement compatibles. Et puis nous, ce que nous disons à Mosaïque, c'est que nous sommes d'abord citoyens français. Le reste, c'est une affaire d'État privé. Voilà le message. Et on a posé, messieurs, la question à nos téléspectateurs et aux internautes avec notre partenaire lefigaro.fr. Vous la voyez s'afficher sur l'écran. Y a-t-il, selon vous, une augmentation des actes islamophobes? Non à 59%, oui à 34%. C'est une perception, bien sûr. Ils n'ont pas les chiffres, c'est leur perception de ce phénomène. Merci beaucoup d'avoir été les invités de ce 22h de ce journal. La suite sur Public Sénat. Tout de suite, c'est Leader. Et après, notez-le, face à nous, le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, et l'invité de Michel Grossior. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Bibliothèque Médicis, c'est ça, c'est la curiosité, l'intérêt pour les créateurs, pour les artistes,
c'est l'envie d'admirer, comme disait Camus, et de partager avec vous ces coups de cœur. Merci à tous de votre intérêt, de votre fidélité, et à bientôt. Jean-Pierre Elkabbach ouvre le débat à travers les livres dans Bibliothèque Médicis. Vendredi à 18h30 sur Public Sénat. Bien à rebours de la tendance actuelle, il est la preuve que l'entente franco-allemande peut être d'une redoutable efficacité quand elle est bien comprise. Ce Marseillais revendiqué, à la fois posé et déterminé, pilote la partie française d'un géant allemand de l'industrie, un géant qui compte 400 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 77 milliards d'euros, dont il est aussi le vice-président du pôle énergie pour l'Europe du Sud-Ouest. Et pour bien affirmer cette double appartenance, en plus, il préside la Chambre de commerce franco-allemande. Philippe Carli, président de Siemens France, est l'invité de Leader. Alors, on va parler bien sûr avec Cécile Cornudet des Échos tout à l'heure des relations franco-allemandes, mais d'un mot quand même déjà. Est-ce que c'est pas compliqué quand on est le patron d'une entité étrangère, allemande en l'espèce, d'être à la fois national et d'une autre nationalité en clair? Vous êtes obligé de défendre la France et les Français en Allemagne, donc l'intérêt général de votre groupe, mais il y a aussi le citoyen qui veut essayer de se battre pour préserver un maximum d'économie et d'emploi en France. Non, non, c'est pas si compliqué. D'abord parce que je crois que lorsque l'on fait ce qu'il faut faire pour que l'économie marche et pour qu'une entreprise se développe, a priori, l'actionnaire est heureux. Et on a la chance d'être dans un pays qui est attractif, qui est un des principaux partenaires de l'Allemagne. Et donc, bien entendu, parfois, il faut aussi être ambassadeur du territoire français, ce que j'essaye de faire autant que possible. Oui, mais Philippe Carli, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. C'est vrai que la France est souvent perçue, quand on voyage, vous et moi on voyage pas mal, à l'étranger, on est un peu perçu comme, économiquement parlant, un peu ayant des idées un peu exotiques, entre guillemets, et pas du tout en harmonie avec le reste des pays développés. C'est pas compliqué de vendre des Français très protecteurs, très en dehors parfois des réalités de la planète, non? Oui, mais au-delà du cliché que vous évoquez... C'est pas un cliché, pas mal nous le disent quand même. C'est vrai, mais pour l'entreprise, le marché français est un marché très important, avec des acteurs et des donneurs d'ordre très importants, que ce soit les clients publics ou privés. Et donc pour un groupe comme Siemens, par essence internationale, on voit avant tout les possibilités de ce marché. Donc, effectivement, ce thème-là